François Reinhardt, bonsoir. Vous Bonsoir, êtes Axel. journaliste, écrivain et vous publiez La grande histoire du monde chez Fayard. Alors c'est un livre ambitieux de 700 pages. Pourquoi ambitieux? Parce que vous racontez toute l'histoire du monde depuis 50 siècles. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il nous éclaire sur les crispations d'aujourd'hui. Alors justement, on va parler d'aujourd'hui. Les Américains sont en train d'élire le futur président des États-Unis et ce sera peut-être Donald Trump. François Reinhardt, par rapport à l'histoire des États-Unis, comment expliquez-vous le succès inattendu, il faut le dire, de Donald Trump avec son slogan « la Make America Great Again », qu'on pourrait traduire par redonner sa grandeur à l'Amérique? Alors, il y a déjà quelque chose de politicien tout bête, c'est redonner sa grandeur à l'Amérique, c'est-à-dire pas faire comme le minable qui était avant et que je veux remplacer. Hein, et ça, c'est un truc de... Bon. Ça, c'est tous les politiciens. Mais en tout cas, il joue sur cette idée qui est retrouver la grandeur passée. On ne sait pas exactement quand. Il y a eu un humoriste américain qui fait un truc très drôle, il était allé voir les électeurs de Trump et vous voulez que le pays redevienne grand, mais quand? Alors les gens disent, alors ils savent plus trop. Alors il dit par exemple, avant 1865, quand il y avait les esclaves, ah non, quand même pas. Avant 1918, quand il n'y avait pas le vote des femmes, ah non, voilà. Donc ça, c'est toujours l'éternel problème, c'est quand est-ce que ça redevient grand. Trump, il veut. Je pense que dans la tête des Américains, il y a un mythe des années 45-50, c'est-à-dire le règne, la Pax Americana, le règne de l'Amérique sur la moitié du monde, puisqu'elle se partageait avec l'URSS. Je pense qu'il y a cette idée-là, mais où on est dans la contradiction totale chez Trump, ce qui est quand même assez fréquent chez lui, c'est que cette Amérique, elle était puissante à ce moment-là parce qu'elle régnait sur le monde, parce qu'elle était sortie, puisque évidemment, c'est son intervention dans la Seconde Guerre mondiale qui fait qu'elle a eu cette position-là. Alors que Trump, lui, il est isolationniste. Il est dans une autre tradition américaine qui est on va mettre un mur avec le Mexique, on va faire des barrières protectionnistes pour empêcher le commerce de rentrer. Donc comment est-ce qu'on peut être great et replier sur soi-même? Il veut être grand et petit à la fois, lui. Alors c'est vrai que le leadership américain est menacé, dit-on, par le leadership chinois qui au XXIe siècle, nous dit-on, va dépasser les États-Unis. Est-ce que finalement c'est pas Xi Jinping, le président chinois, qui pourrait s'approprier ce slogan « Make China Great Again », redonner la grandeur à la Chine? Alors tout à fait, on ne sait pas le dire en mandarin, ni vous ni moi malheureusement. Mais ce serait mieux adapté. Mais bien sûr. Et ça c'est la grande idée dans ce livre. J'essaie de décrire beaucoup de civilisations, mais la puissance, la volonté de la Chine de retrouver sa puissance, ça c'est un élément fondamental de l'histoire du 21e siècle. C'est le grand élément du 21e siècle. Pourquoi? Tous dans la tête, on a une idée de la Chine. On sait vaguement, parce qu'on a cru apprendre à l'école, que la Chine elle était puissante il y a très longtemps. On se souvient qu'elle a inventé la poudre à canon, la boussole, etc. Mais les Chinois, ils n'ont pas du tout ça dans la tête. Ils n'ont pas le sentiment qu'elle a été puissante il y a très longtemps. Ils ont le sentiment qu'elle a été puissante il y a peu de temps. La Chine, elle a été, je parle aux journalistes économiques, elle a été la première puissance commerciale mondiale jusqu'en 1800. La Chine, elle a régné sur le monde avec 3 produits de luxe. C'était le LVMH de l'époque. C'était le thé, la soie et les porcelaines. Et à partir de 1800, là, les Occidentaux qui avaient fait la révolution industrielle, en particulier les Anglais, ont coulé la Chine. Les Anglais, au milieu du 19e siècle, ils ont imposé... Ils ne savaient pas comment faire pour redresser leur balance commerciale, les Anglais. Ils cherchaient un produit pour concurrencer la soie, le thé, les porcelaines. Et ils ont vendu à la Chine de l'opium. Et ils ont obligé la Chine à accepter l'opium. L'empereur de Chine ne voulait pas l'opium, mais comment on va empoisonner mon peuple? Il a fait brûler de l'opium sur le port de Canton vers 1835. Les Anglais ont dit offense à la couronne, une marchandise anglaise. Et donc, ils ont envoyé des bateaux. Et là, les Chinois se sont rendus compte en 1838-39, la première guerre de l'opium, que les Anglais étaient plus forts parce que les Anglais avaient fait la révolution industrielle que les Chinois n'avaient pas faite. C'est les pauvres, la pauvre armée chinoise, elle est tombée tout de suite. L'empereur a été obligé d'accepter l'opium et la Chine s'est effondrée. Mais l'effondrement chinois, il date de 1840, 1850, etc. Pour les Chinois, le 19e siècle est un siècle atroce. Pour les Chinois, le 20e siècle, c'est le siècle où on remonte. On remonte par des cauchemars absolus. Il y a la révolution qui renverse l'Empire en 1911, la révolution qui renverse les empereurs de Chine qui régnaient depuis plus d'un millénaire. Depuis plus de 2 millénaires, pardon. Ensuite, il y a les nationalistes, Chiang Kai-shek, etc. Puis ensuite Mao, avec des tas d'horreurs, le grand bond en avant, la plus grande famine de l'histoire, etc. Ils sont prêts à accepter cet autoritarisme et ces régimes épouvantables si cela les mène vers la revanche, vers le retour au leadership mondial. Voilà. Et donc là, au XXIe siècle, on redevient le leadership mondial. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, qui est une deuxième force cardinale de l'histoire chinoise, c'est la peur du chaos, la peur du démembrement de l'Empire. L'Empire chinois, depuis le départ, il a toujours été plus ou moins unifié et parfois s'est divisé à des moments atroces. Et après, il s'est toujours reformé. Et donc là, il y a l'idée chez les Chinois, et Xi Jinping, il joue là-dessus, il dit, avec moi, vous aurez la prospérité comme on l'a eu jusqu'en 1800, et
vous n'avez pas la liberté, c'est vrai, mais l'empire, enfin c'est plus un empire, mais enfin ça revient à ça, le pays reste uni. Xi Jinping, il joue là-dessus à fond. Donc mais il joue sur sentiment d'humiliation très fort au 19e siècle qu'il faut laver. Il faut laver l'humiliation des Européens. Et ça, je le répète et je le dis, hein, je ne veux pas faire flipper nos téléspectateurs, voilà, mais en tout cas, il faut savoir que la Chine, elle veut se venger des humiliations reçues par l'Occident. Votre livre nous éclaire aussi sur Daesh. François Reynard, en quoi le mythe du califat sert-il d'appui pour les djihadistes de l'État islamique pour recréer leur État islamique? Alors c'est un peu la même histoire, toutes choses égales par ailleurs, hein. C'est un peu la même histoire, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe au XXIe siècle? C'est que des tas de grandes civilisations essaient de se venger des humiliations qu'elles ont reçues au XIXe siècle quand l'Europe dominait le monde. Donc là, pour les arabo-musulmans, c'est l'humiliation coloniale, hein, tous les pays qui ont été à peu près tous colonisés. Et donc il y a l'idée comment on peut redevenir puissant. Parce que là aussi, on a plus ça en tête en Occident, mais le monde arabo-musulman a dominé le monde. Hein. En 800 à peu près, il y avait les califes abbassides qui régnaient à Bagdad. Ils avaient réussi à faire un empire qui allait des Pyrénées jusqu'à la frontière chinoise. C'est extraordinaire, hein, c'est énorme. Eh bien, il reste dans les têtes l'idée, il faut revenir à ça, il faut revenir au moment où l'islam régnait sur le monde. Alors, c'est pour ça qu'on parle de cette histoire de califat. Sauf que les salafistes, les gens de Daesh, etc., eux, ils ont une version très réduite du califat. Eux, ils pensent calife en arabe, al-khalifa, ça veut dire celui qui succède. C'est celui qui succède au prophète. Le prophète Mahomet, il est mort en 632, et après lui, il y a eu des successeurs. Et les djihadistes, eux, ils veulent revenir aux califes qui ont succédé juste au prophète. C'est ceux qui l'ont connu. Hein, les 4 califes qui ont connu, qui étaient des compagnons du prophète. Après, ils ne l'ont pas connu. Donc, eux, ils disent, alors c'est carrément, historiquement, là, on est carrément dans le délire absolu, c'est on va revenir en 634 et puis tout va être formidable. Bon, maintenant, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça, eux, quand ils disent califat, c'est ça. Mais pour beaucoup d'autres gens dans le monde arabo-musulman, quand on dit califat, eux, ils pensent Bagdad. Nous, Bagdad, on pense attentat, etc. Eux, ils pensent la ville qui régnait sur le monde, la ville des califes, etc. Et effectivement, nous autres occidentaux, on peut tout à fait espérer que le monde arabo-musulman retrouve la grandeur de Bagdad, parce que Bagdad, c'était un islam éclairé, un islam de lumière, c'est l'islam où on étudiait Aristote, c'est l'islam où il y avait les grands savants, hein, un petit peu un peu plus tard, vers l'an 1000, il y avait Avicenne, par exemple, le savant extraordinaire. Toute l'évolution technologique de l'Occident, elle l'a emprunté aux Arabes. Et d'un mot, François Reynard, est-ce que aussi c'est ce souvenir glorieux de la Grande-Bretagne, vous disiez puissance mondiale, qui explique aujourd'hui en partie le Brexit, si c'est le premier pays à être sorti de l'Europe, c'est pas un hasard? Mais complètement. Alors là, effectivement, j'ai l'air de répéter 3 fois la même chose. C'est la même histoire. Parce que ça aussi, nous autres Français, on n'a pas tellement ça dans la tête, mais l'Angleterre a régné sur le monde de manière incroyable au 19e siècle. Le plus grand empire colonial du monde, enfin, pensez, toute l'Amérique du Nord, c'était anglais, bon, après il y a eu l'indépendance américaine, mais il y avait l'Inde, l'Angleterre régnait... Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Jamais. Voilà. Pensez à cette chose toute bête qui est l'heure. Hein, le Meridian Greenwich, l'heure du monde, c'est l'heure anglaise, c'est Londres, quoi. Ouais. Pendant 20, quand on a décidé de faire les méridiens horaires à la fin du XIXe siècle, la France a refusé pendant 20 ans. Pendant 20 ans, on ne voulait pas être à l'heure anglaise. Bon, finalement, on s'y est mis quand même. Mais donc, il reste cette idée-là, plus le côté l'isolationniste, etc. Ouais. Sauf que je pense que ce Brexit était une bêtise absolue, comme le pensent beaucoup d'Anglais aujourd'hui. Mais c'est épidermique. Comment la Grande-Bretagne peut-elle se soumettre au diktat de Bruxelles? Sauf que là, eux, les Anglais, ils pensent qu'ils vont régner sur le monde, qu'ils vont avoir un empire aux Indes, etc. C'est fini complètement. Et l'Inde dit aux ingénieurs informatiques indiens, etc., vous allez avoir un marché, soit c'est le petit marché anglais, soit c'est le grand marché européen, 500 millions d'habitants. Ils sont pas fous, ils vont le traiter avec l'Europe et pas avec les Anglais. Eh bien, tant pis pour les Anglais. Voilà, bien comprendre l'histoire pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est dans votre livre, François Reynard, donc La grande histoire du monde, c'est chez Fayard. Merci beaucoup. Merci Axel. Restez avec nous tout de suite. Caroline Rousset dans l'air. Pourquoi les touristes désertent-ils la France? Bien sûr, on pense aux attentats, mais pas seulement. L'insécurité ou encore un accueil qui n'est pas toujours à la hauteur. C'est dans l'air est intitulé ce soir, 13 novembre, tourisme en état d'urgence.